Je veux revenir en fin d'émission comme ça sur l'histoire de Luca, le petit Luca, qui vendredi a vécu toute une aventure, toute une journée et s'est ramassé aux quatre coins là, du Québec. C'est-à-dire que, ben, en tout cas, il est parti de la chute Saint-Eustache, la chute, s'est ramassé en haut à Rouen, traversé, s'est en allé en Ontario, s'est fait donc sauver in extremis. Et je voulais utiliser cette situation-là pour parler à Kim Baudouin. Aujourd'hui, c'est la chronique de Kim en droit familial, pour justement voir quels sont les... Qu'est-ce qui arrive à ces enfants-là? Parce que là, il a perdu sa mère. Sa mère est assassinée. Puis son père, ben, d'après moi, il va passer un petit peu de temps dedans. Il est fort possible. Sinon, ça sera une question médicale. Qu'est-ce qui arrive aux enfants de ces situations-là? Kim Baudouin est avec moi. Maître Baudouin, salutations. Salut, Rock. OK. Fait que le petit Luca, au Québec, le régime fait en sorte que quoi? Qu'est-ce qui arrive à ces enfants-là? Bien, dans un premier temps, il va être pris en charge par la DPJ. Ça, c'est la première chose qui va arriver. La DPJ est tout de suite appelée en renfort et puis va rencontrer le petit et puis va rencontrer les membres de la famille parce que là, il faut le placer, cet enfant-là. Son père est en prison, sa mère est décédée. Qui va avoir la garde de la DPJ? De façon temporaire, c'est la Cour qui va décider avec les suggestions d'une travailleuse sociale qui va avoir rencontré les membres de la famille pour voir bien qui serait le mieux placé pour prendre soin de l'enfant. OK, attends, je veux t'arrêter parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Mettons, moi j'ai une blonde, une femme, puis on décède les deux, puis il y a un petit de 6 ans dans le portrait. Est-ce que la DPJ, dans une situation comme ça, est impliquée? Parce que où je m'en vais avec ça, là? Pourquoi c'est pas marraine ou c'est pas dans le testament que c'est clair? Bien, parce que là, avant, il faut l'ouvrir, ce testament-là. Ça prend un peu de temps là, pour regarder. Il faut le trouver, le testament. C'est quoi le dernier testament? Et puis, c'est pas autant un testament parce que là, en ce moment, la personne qui reste avec l'autorité parentale, c'est le père. Ah! Parce que la mère, elle est décédée. Tu perds pas l'autorité parentale même si tu es en dedans? Bien, tu ne l'as pas perdu encore. Faut qu'un tribunal décide que tu l'as perdu. OK. OK? Donc, c'est le père. OK. Et puis, mais pour l'instant, personne ne va écouter le père à savoir avec qui il va aller rester. Là, c'est la DPJ qui va demander au tribunal de trancher, qui va rencontrer ce monde-là. Fait que ça va-tu être l'oncle, la tante, la grand-mère, le grand-père, un parrain, une marraine, là? Ben c'est ça, mais c'est pas d'office parrain-marraine. Non, pas du tout. Puis il y a beaucoup de gens qui en ont plus, là. Ça, c'est très religieux, là, comme thème, là. C'est pas tout le monde qui, aujourd'hui, ont des parrains-marraines, là. Mais, si elle a un testament, cette dame-là, oui. Explique-moi pourquoi c'est pas automatiquement le testament une fois qu'il va être ouvert. Parce que monsieur est encore en vie. Donc, monsieur étant en vie, c'est plus... Si les deux décèdent, en même temps, on regarde un testament, mais avant même de regarder le testament, parce qu'il faut les trouver, ces testaments-là. Si tu as un testament écrit, y a-tu un testament notarié, y a-tu un testament? On n'attendra pas, là, on a un enfant, il faut le prendre en charge, cet enfant-là, immédiatement, de façon immédiate. OK, d'accord. Donc, c'est la DPJ qui fait ça, mais là, oui, éventuellement, on va regarder ce que la mère voulait si la mère l'a écrit sur papier. OK. Mais parce que c'est le père qui a l'autorité parentale, c'est comme un tout petit peu secondaire, sauf que le père est en prison, donc son autorité parentale, c'est scrap pas mal. Fait que dans un premier temps, on va regarder, voir où est-ce que cet enfant-là va être placé de façon temporaire. OK, mais je prends la balle au bon. Monoparental, la personne se ramasse en prison. Est-ce qu'elle détient, c'est en dedans pour 2 ans, 3 ans, est-ce qu'elle détient l'autorité parentale pendant ce temps-là? Encore, oui. Même si elle est incarcérée. La DPJ, c'est parce que ce qui va arriver, c'est qu'elle va donner son autorité à quelqu'un ou la DPJ va prendre l'autorité avec le pouvoir du tribunal en disant, bon, ben c'est nous qui allons décider maintenant parce que vous n'êtes pas apte à décider, mais le père, il est pas... il perd pas toute autorité parentale. Tout de suite, là, premièrement, on n'a pas de jugement encore. Là. OK. Mais lui, là, mettons qu'il est en dedans, là, puis c'est tante Thérèse qui a l'enfant. Est-ce que le père peut demander des droits de visite? C'est justement où je m'en allais aussi. Avant, le père peut en demander autant qu'il veut. Mais là, on va regarder, la DPJ va regarder c'est quoi qui est dans l'intérêt de l'enfant. Parce que, est-ce que l'enfant va être... en ce moment, l'enfant est probablement interrogé. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Mais puis qu'est-ce que lui il a subi avec son père?
Est-ce qu'il a vu son père tuer sa mère. mère? Si c'est son père qui a tué sa mère, parce qu'on On présume présume, que, ouais. mais... Donc, il y a cet aspect-là. Et puis après ça, il y a quel effet est-ce que ça pourrait avoir sur l'enfant de revoir son père? Est-ce qu'on le remet dans une situation de violence? On ne veut pas ça. Après ça, c'est est-ce que l'enfant veut revoir son père? Si l'enfant, lui, il dit « Moi, je veux revoir papa, je veux aller voir papa », puis il insiste beaucoup, ils vont peut-être arriver à la conclusion que c'est dans son intérêt de continuer à voir son père. On n'est pas là encore parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait pas ce que cet enfant-là a vécu, mais ça se peut qu'il y ait encore des contacts. S'il y a des contacts, c'est certain que c'est des contacts supervisés. Hein? Même si c'est en prison, on ne le laissera pas seul avec cet enfant-là. Là. Ça, c'est clair. Et puis, on va vouloir s'assurer que les propos qui vont être tenus par le père vont être des propos qui sont tout à fait corrects. Puis, on ne voudrait pas non plus que le père tente d'influencer ce que l'enfant va dire dans le futur. Mais c'est pas pour tout de suite là, qu'il va avoir des contacts. Non. Mais une question qui me vient par la tête comme ça, disons que la madame là, avait une assurance vie. Oui. Puis c'était une police d'assurance vie qu'elle a désigné son bénéficiaire comme étant son conjoint Oui. de façon irrévocable. Oui. Son conjoint, mettons, est reconnu coupable de meurtre, puis il est en dedans. Il touche-tu la police d'assurance? D'habitude, il n'y a pas d'irrévocable si on n'est pas marié. Si j'ai bien compris, ce couple-là n'était pas marié. Donc, l'irrévocable, d'habitude, ça ne marche pas pour des conjoints de fait. Mais après ça, si je ne me trompe pas, dans le code, il y a des clauses qui disent que tu ne peux pas, si tu as causé la mort de quelqu'un, tu ne peux pas toucher à son héritage. C'est-tu l'enfant qui l'a? Écoute, parce que c'est la mère, pas à 100%, parce qu'il y a d'autres enfants impliqués, là. Donc, c'est vrai. Donc, on a je il y a pense trois qu'elle autres en avait frères. 3 autres. C'est ça. Elle a 3 autres enfants. Mais Fait que la succession là, va se diviser de cette façon-là. Il n'était pas marié. Donc, s'il n'y a pas de testament, le père a 0 droit dans la succession. Fait que là, si on continue avec tes questions, qu'est-ce qui arrive avec ces enfants-là? Bien, puis là, on parle du plus jeune parce qu'on ne connaît pas la situation des 3 autres. On parle là, juste là, de Luca. Et puis là, une fois qu'on a eu une décision temporaire, il va peut-être avoir une guerre de « moi, je veux la garde de cet enfant-là », puis il va peut-être avoir les 2 familles qui vont le demander, la famille de monsieur et la famille de madame. Oui. Donc, on va être obligé, le tribunal va être obligé de regarder ça, et puis c'est la DPJ qui va analyser, voir où il serait mieux placé. Et puis, il y a des petites chances que dans la famille du père, bien, si on encourage les contacts avec le père, puis si on encourage, si on essaie de diminuer tout ce qui est arrivé à cet enfant-là en disant mon père, mettons, la grand-mère qui dit, mon fils, c'est un ange, puis il ne voulait pas vraiment faire ça, puis il n'y a pas de reconnaissance, il y a des bonnes chances qu'elle n'aille pas la garde de l'enfant et puis que ça soit donné sur le côté de la mère. Fait que là, il va avoir vraiment, là, il y a des chances. Je ne dis pas qu'il va en avoir une, c'est pas vrai, j'ai aucune idée. Je ne suis pas capable de lire dans le futur. C'est pas impossible. Mais c'est pas impossible, et puis ça arrive là, dans différentes situations où, quand un parent décède, puis l'autre ne peut pas prendre soin de l'enfant, que la famille, il y a plus qu'une personne dans la famille qui embarque puis qui dit, moi, je veux la garde de cet enfant-là. Mais les probabilités que l'enfant reste dans la famille sont plus grandes que ce que la DPJ place dans une famille d'accueil? Bien, la loi privilégie toujours la famille avant la famille d'accueil. Donc, on va vraiment vouloir garder les racines. On va faire le tour, là. Qui dans la famille peut prendre soin de cet enfant-là? Et puis, admettons qu'il n'y a personne dans la famille qui peut. Puis là, on a des amis qui lèvent la main, des amis de la mère ou des amis du père qui lèvent la main puis qui disent « Moi, là, cet enfant-là, on a des bons liens. On se fréquentait beaucoup. Je le connais, l'enfant. L'enfant jouait avec mes enfants. Puis moi, je lève la main. Là, puis moi, je suis prêt à prendre la garde de cet enfant-là. » On va regarder aussi l'entourage. Là. Avant de le mettre dans une famille totalement inconnue, très souvent, on va regarder l'entourage. Parce que c'est pas drôle ce qui se passe pour cet enfant-là. Là. Pas du tout. C'est-à-dire, il perd sa mère. On va espérer qu'il n'a pas vu ça. Puis là, son père ne sera pas là. On espère qu'il n'a pas vu ça, mais il a vu quelque chose. Il a vu au minimum, là, il s'est fait trimballer, là. Jusqu'en Ontario. C'est ça. Et puis, en Ontario, ce qu'il a vu, ce qu'on entend, en tout cas, ce qui nous est rapporté, c'est que cet enfant-là pleurait, a été quelque peu traumatisé juste de l'arrestation de son père puis de cette situation-là. Fait que déjà, on a une petite bride de l'histoire de la vie de cet enfant. Fait que la DPJ est habilitée à faire ça. Ils font ça souvent. C'est pas un enjeu, là. Non, j'ai entendu ce matin à la radio quelqu'un qui disait ça devrait jamais être la DPJ. Ben non, c'est les experts. C'est vraiment les experts. Puis moi, quand ça vient aux policiers, là,
Oui, tu voulais me parler de ça. Oui, les policiers puis la violence conjugale, puis les procureurs de la couronne puis la violence conjugale, là, encore aujourd'hui, beaucoup trop souvent, on entend, c'est des chicanes de couple. Et puis, avant que ça arrive au meurtre, là, il y a souvent des indices. Et puis, ça arrive de temps en temps, là, que les policiers puis les procureurs de la couronne les échappent en disant ben vous savez hein c'est juste de la violence conjugale et puis arrêtez vos chicanes là puis arrangez-vous à la cour là puis arrêtez ça là. Hein? C'est très condescendant. Très, très, très condescendant. Des fois, ça mène à d'autres choses, évidemment. C'est ça. Merci, Kim. Merci. Maître Kim Baudouin, avocate en droit de la famille, avec nous, évidemment, tous les lundis. Vous entendez la petite musique. Ça veut dire que c'est terminé. Je cède le fauteuil et le micro à LP pour son émission. Et moi, je vous retrouve demain pour un autre. Solide comme le rock. OK, bye.